Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 31 janvier 2022. Je continue ma lecture de Vie et doctrine des philosophes écrit par Will Durant et à la partie qu'il consacre à Schopenhauer. Donc j'ai entamé la partie 5, le monde comme je lis et c'est une façon pour moi en fait de dérouler, de préciser ma théorie. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, que vous trouvez sur le site https mécaniqueuniverselle.net. Et donc, euh, je m'adosse en somme à ces écrits, euh, à la façon dont Will Durant relate la pensée de Schopenhauer. Et à partir de là, dé, je, je déroule un petit peu ma, ma théorie. Voilà. C'est plus un alibi pour. C'est plus un alibi pour pour ma propre théorie qu'une réflexion euh, philosophique sur Schopenhauer. Bon, je n'ai pas les moyens parce que je découvre en même temps que je lis la théorie, la façon de penser de ce philosophe. Donc je reprends ma lecture. La vie est un mal. Alors, apparemment, c'est très pessimiste jusqu'à présent ce que j'ai vu. Donc c'est une vision pessimiste des choses, pour moi, hein, jusqu'à présent. Donc là, la vie est un mal pour Schopenhauer. C'est ce qu'écrit Will Durant en analysant sa philosophie. La vie est un mal parce que, ouvrez les guillemets, dès que le besoin et la souffrance laissent à l'homme quelque répit, l'ennui s'empare bientôt de lui et il exige nécessairement diversion. Fermez les guillemets. C'est-à-dire plus de souffrance. Et effectivement, nous sommes contraints d'accepter, l'homme constructeur que nous sommes est contraint d'accepter cette souffrance qui va avec la façon dont il construit l'humanité. Nous ne pouvons pas en faire abstraction pour l'instant. Nous travaillons contre cette souffrance. L'humanité, depuis ses origines, n'arrête pas de la faire dévaluer, de la faire régresser et d'augmenter la capacité de bonheur de l'humanité, etc. Elle le fait de façon intuitive parce que nous n'avons pas une vision claire de notre finalité. Nous avançons intuitivement. Nous construisons cette humanité de façon intuitive. Nous n'avons pas la vision du but. Et c'est ce que, justement, j'essaie d'éclairer d'une certaine façon. D'en éclairer un, à mon sens, le but, c'est d'atteindre notre ultime perfection. C'est-à-dire l'unité l'unité universelle de toute notre espèce, la paix universelle, la sagesse, un fonctionnement technique parfait et écologique parfait, la fin en fait de la construction de l'humanité, une fois que on a fini de construire toutes les structures. Pour l'instant, chacun a travaillé dans son coin. On n'a pas commencé à construire les structures mondiales vraiment correctes. On commence hein, à les construire. On a tissé le lien technique de l'humanité avec la mondialisation, mais bien avant, les routes étaient faites, la communication entre les peuples est faite, etc. On est déjà arrivé à un stade qui est intéressant, mais on n'a pas une vision unifiée de l'humanité, une vision qui dirait, bon, à partir de maintenant, on construit l'humanité pour l'ensemble
de ces composantes qui appartiennent toutes à la même identité, l'identité humaine. Nous sommes tous d'une même famille. Voilà. Et à partir de là, on travaille pour construire l'ensemble des structures de cette humanité unifiée. Non, nous en sommes encore à travailler dans l'antagonisme, dans le nationalisme, peut-être on commence à se hisser sur une façon de voir continentale, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, etc. Voilà, on commence à peine à construire cette vision-là continentale. Mais nous sommes partis à l'origine du clan, d'un petit groupe d'humains qui s'est diversifié, qui a fondé plusieurs clans, ont fondé une tribu, plusieurs tribus ont fondé des cités, etc. Et on évolue un petit peu comme ça. Et l'homme constructeur, nous sommes les hommes constructeurs. Nous construisons l'humanité pour les hommes accomplis, les humains accomplis qui après nous viendront. Lorsqu'on aura construit toutes les structures de cette humanité, lorsqu'elle fonctionnera de façon idéale, et c'est assez facile d'imaginer un monde idéal, un monde où il n'y a plus de frontières, l'ensemble humain est complètement en paix. Voilà, il n'y a plus... tout est à disposition pour l'homme, de quoi se nourrir, de quoi se loger, donc il peut être un nomade avancé, etc. Dans chaque village, il trouve de quoi se nourrir, de quoi se coucher, de quoi, etc. Et ça peut être une vie comme ça. Alors même si pour nous c'est pas enviable, parce que on imagine mal une société humaine qui aurait perdu d'une certaine façon ses pulsions négatives aussi, parce que c'est obligatoire que les pulsions négatives soient dépassées, que l'homme soit soigné psychologiquement, qu'il n'ait plus besoin d'abuser ses congénères, qu'il n'ait plus envie d'abuser ses congénères, qu'il soit dans un état de paix absolue. Alors déjà, une grande partie de cette capacité à abuser autrui, c'est parce qu'on convoite des choses, ou parce qu'on est jaloux de l'autre, ou parce que... Enfin, voilà, c'est toutes ces dimensions-là. S'il n'y a plus moyen d'être jaloux, puisque tout est à disposition, que personne n'est plus riche l'un que l'autre, etc., que tout est posé comme ça, qu'il s'agit simplement de jubiler de son existence, de jouir de l'existence, de vivre l'extase, de vivre la contemplation, de vivre voilà cet état-là. Évidemment, il n'y a plus de violence. Et il est très possible que la psychologie, dans 100, 200, 300 ans, elle aura réglé les problèmes psychologiques de l'être humain. Si elle s'y prend tôt, dès l'origine, etc., on est au début des soins psychologiques, on commence à prendre conscience de cela. Mais imaginons 100 ans, 200 ans, dans 200 ans, ce que sera la société si elle continue à soigner la psychologie humaine. Eh ben, l'homme, il apprendra dès l'enfance la compassion, la bienveillance, l'empathie, etc. Et il ne pourra pas sortir du cadre. S'il a des déviances, on va dire, des velléités agressives ou quoi que ce soit, ça sera quelque chose qui sera géré par la société. Et il est vraisemblable que l'homme dépassera cela. Il ne peut pas ne pas le dépasser. Pourquoi ? Parce que c'est révoltant. Donc à partir du moment où c'est révoltant, on le voit, la pression qui est exercée par la société
voilà, qui est beaucoup moins violente qu'il y a 200 ans ou 50 ans ou 100 ans en arrière. Et pourtant, on est révolté encore par la façon de pouvoir abuser ses congénères. Donc, ça sera toujours révoltant. Et à force de la pression que met la société pour que le danger diminue, de décennie en décennie, les hommes politiques sont obligés de trouver les moyens de diminuer la capacité d'abuser ses congénères, de maltraiter ses congénères. Et donc progressivement, ça finira par s'éteindre. On finira par arriver au moment où l'homme ne pourra plus abuser de ses congénères. Il y aura la pression parce que peut-être la surveillance, c'est clair qu'on n'arrêtera pas l'évolution vers une surveillance accrue, etc. Les soins psychologiques, l'éducation, le fait qu'on n'aura plus besoin de convoiter quelque chose d'autrui, que tout sera à disposition, le fait que l'extase est au-dessus de la sensation de l'extase est une sensation supérieure à la sensation du plaisir, du désir, etc. Donc, voilà, ça sera encore une chose qui dépassera qui aidera à dépasser cette violence. Donc, évidemment, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Et donc, l'homme est dans la nécessité d'avoir des besoins, d'avoir des désirs, de convoiter, d'avoir des intentions, et donc d'avoir tout ce qui va avec, c'est-à-dire la souffrance de la frustration, pas y arriver, ne pas accéder à ça, ne pas qu'on dise non, qu'on refuse quelque chose, etc. Toutes ces souffrances-là, on doit les vivre. Ça fait partie de la mécanique universelle de l'évolution. L'homme constructeur doit supporter cela. Voilà, c'est ce qui fait aussi le charme de notre destin d'humain, d'homme constructeur. L'homme constructeur, il construit, il a les satisfactions du travail accompli, de réaliser quelque chose, voilà, que ça soit la plus petite affaire, la tour Eiffel en allumette du dîner de con, ou que ça soit la tour Eiffel de Monsieur Eiffel. Voilà, et on travaille tous pour cette humanité, d'une manière ou d'une autre. On voue entièrement notre vie à l'humanité. Nous sommes, sans le vouloir, des altruistes absolus. C'est-à-dire que on donne l'entier moment de notre vie, toute notre vie, 100 ans, 20 ans, 10 ans, etc., tout ce qu'on a donné, on l'a donné pour la construction de l'humanité. C'est ça qui est le plus important en réalité, derrière. On pense qu'on travaille pour nous, pour nos descendants, pour nos enfants, pour ci, etc. Mais tout ça, c'est englobé dans la seule chose qui progresse et qui ne meurt pas, c'est l'humanité. Et donc, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs et nous construisons l'humanité idéale pour l'humain accompli qui viendra. Et c'est pour eux que nous travaillons, sans nous en rendre compte. Alors, comme récompense, nous avons le plaisir, nous avons la joie de la vie, le plaisir sexuel, le plaisir amical, le plaisir gustatif, etc. Le plaisir, ça fait partie de notre récompense pour ce travail intuitif qu'on réalise pour l'humanité. Et on a aussi leur pendant, c'est-à-dire la frustration, le manque, la souffrance. Voilà. Donc il continue. Même si l'utopie socialiste trouvait à se réaliser, donc déjà à l'époque, le socialisme commençait à poindre.
il y aurait encore des maux sans nombre parce que certains, comme la lutte, sont essentiels à la vie. Et si tous les maux venaient à disparaître et que la lutte elle-même arriva à son terme, l'ennui deviendrait aussi insupportable que la douleur. Voilà ce qui est logique comme pensée. C'est la pensée sans doute de Schopenhauer, relayée par Will Durant. Évidemment qu'on peut, nous, en tant qu'hommes constructeurs, on ne peut voir ce monde que comme un monde accompli, parfait, que comme un monde ennuyeux, un monde de bisounours. Ça n'a aucun intérêt pour nous qui sommes des hommes constructeurs. Mais parce que nous ne pouvons pas nous projeter dans 300, 400, 500, 600 ans, 1000 ans, je ne sais pas combien de temps on mettra pour construire cette humanité idéale. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'homme aura progressé, il s'adaptera de mieux en mieux. L'homme s'adapte tout le temps au monde tel qu'il est. Les hommes de la fin du 19e siècle, d'un seul coup, ont vu apparaître le train, l'avion, le progrès, etc. Et d'un seul coup, ils finissent par s'acclimatent tranquillement. L'homme s'acclimate à l'évolution. Et il change d'attitude, il change de caractère. Mon père est né en 1904. Il a vu les premières voitures, les premiers avions, tout était nouveau. Les premières transmissions entre l'Amérique et l'Italie, etc. Quand il avait 20 ans, sa mentalité, c'était celle des guerriers de l'époque. C'était celle de l'époque qui adulait un peu, qui voyait la guerre comme quelque chose de presque positif. C'était comme ça faisait partie de leur mentalité. Et puis elle est passée, et puis il est arrivé, il a traversé tout le siècle, et il est arrivé jusqu'à 100 ans. Et à 100 ans, il avait englobé toute cette évolution. Il avait changé de caractère, il avait changé d'opinion. Il a vu que la paix, c'est supérieur aux velléités guerrières, etc., au romantisme de la violence. Il y a encore des pays où il y a le romantisme de la violence, le romantisme du guerrier. Mais l'Occident, progressivement, s'en détache. Il n'a pas envie du tout, il n'a plus trop envie de se confronter à cela. Et l'humanité, progressivement, va vers ce type d'évolution. Donc, dans 100 ans, on ne sait pas comment seront adaptés les hommes. Mais quoi qu'il arrive, ils seront adaptés. Et s'il y a moins de violence, eh ben, ils auront une mentalité avec moins de violence. Si les soins psychologiques, si ils ont bénéficié de 100 ans de soins psychologiques, eh ben, ils seront plus doux, ils seront, peut-être qu'ils auront dépassé le narcissisme, le mépris d'autrui, peut-être que, et si c'est pas dans 100 ans, peut-être que dans 200 ans, ça sera encore plus doux, et peut-être que dans 300 ans, ça sera plus doux, et peut-être que dans 600 ans ou dans 1000 ans, la mentalité humaine ne trouvera pas du tout ennuyeux de vivre sans violence, sans cri, sans haine, en étant complètement unifié, en croisant chaque fois une autre personne, en le prenant dans ses bras, en étant juste diffuseur d'amour, receveur d'amour, voilà, d'être des nomades doux, paisibles et qui voyagent à travers l'humanité en jubilant simplement de l'extase. Donc tout ça, nous ne pouvons pas l'imaginer. Alors évidemment, et c'est un mécanisme extraordinaire qu'on ne puisse pas supporter cette idée, que pour nous on la voit comme morbide. Et je pense que c'était la vision de Nietzsche, de voir que ce monde pouvait, que ce que proposaient les religions, le judaïsme, le christianisme, à l'époque, était amené à cette conclusion d'une sorte de paix, que c'était ce qu'il
préconisait une paix universelle. Et donc lui, il ne pouvait pas supporter cette idée aussi paisible d'ennui comme le dit Schopenhauer. Évidemment, vu de notre niveau, c'est comme ça. On ne peut pas préconiser ça. On ne peut pas brutalement imposer ça à l'homme constructeur que nous sommes. Si on nous imposait la paix, nous nous ennuierions. C'est clair, c'est net, on ne supporterait pas. Donc, on refuserait ce monde-là. Mais parce qu'on ne se projette pas dans le futur, dans dans la partie où l'homme, avec tout le chemin qu'aura fait l'humanité, dans le moment où l'homme vivra une paix universelle. On ne peut pas se projeter dans cette chose-là. Et le fait de ne pas pouvoir se projeter là-dedans fait qu'on construit ce monde sans le savoir, sans le vouloir. Et d'ailleurs, peut-être alors que c'est pour ça qu'il y a une sorte de résistance de l'humanité à prendre conscience que nous construisons cette paix. Parce que si on en prenait conscience sans pouvoir nous projeter dans ce que sera la mentalité humaine dans 1000 ans ou dans 2000 ans ou 3000 ans, quand l'humanité aura atteint sa perfection, eh ben, on refuserait peut-être de construire cette chose-là. Parce que ça nous donnerait à imaginer une vie morbide, une vie, on penserait que cette vie-là serait morbide. Sauf que c'est pour ça qu'il faut que l'humanité évolue à son rythme. On ne doit pas bousculer l'évolution. C'est aussi ce que j'écris sur la mécanique universelle. Chaque fois qu'on a essayé de bousculer cette évolution, par exemple le communisme en essayant d'imposer l'égalité, alors que la mentalité humaine ne pouvait pas encore supporter cette égalité. C'était quelque chose qui nous révulse. On a envie de se sentir supérieur à un tel et inférieur à tel autre. C'est comme ça. C'est une sorte de moteur là-dedans. Alors, les plus sains, plus on est évolué vers la finalité de l'humanité, plus on est spirituellement évolué et plus on se sent égal à autrui. C'est ce que j'ai écrit. Plus on se sent, plus on est évolué mentalement parlant, spirituellement parlant, et plus on considère l'autre comme égal. Moins on est évolué mentalement parlant, et plus on est dans des relations où on méprise ce qui est en dessous et où on adule ce qui est au-dessus. Voilà, c'est ce type de mentalité. Et c'est important pour voir que nous avons régressé là avec le néolibéralisme. Il a ramené le narcissisme qui est une pensée archaïque en fait, qui méprise ce qui est en dessous et qui se couche devant les puissants, l'inverse du héros d'une certaine façon. Et voilà. Donc et alors, même si l'utopie socialiste, dit-il, parce qu'il devait contester l'idée que le socialisme voulait cette égalité, voulait amener la paix universelle, voulait faire un monde universel de paix. Mais c'est évidemment que ce monde-là viendra. Et le socialisme, son tort, ça a été de vouloir l'imposer brutalement par la force, de ne pas comprendre que la liberté du libéralisme était fondamentale aussi, que l'intérêt c'était de prendre et la liberté du libéralisme et l'égalité du communisme, du socialisme, et de faire une sorte d'idéal avec ça pour évoluer. Et en fait, le fait de vouloir imposer sa vision d'un côté comme de l'autre, hein, les capitalistes voulaient imposer leur vision de la liberté absolue, c'était ça qui prédominait, et le communisme voulait imposer l'idée que c'était l'égalité qu'il fallait imposer sur cette terre. Et ça, cette lutte qui a duré presque 100 ans entre le bloc communiste et le bloc capitaliste a été finalement emportée par
par le capitalisme, parce que la liberté est plus importante encore que l'égalité. Nous sommes encore dans une mentalité psychique où la liberté est plus importante pour construire, pour évoluer, pour etc. On a plus besoin de liberté. C'est pour ça que c'est le libéralisme qui s'impose. Malheureusement, en flinguant le communisme, il a flingué aussi l'idée d'égalité. C'est ce qui a décalé l'évolution de l'humanité et accentué la liberté au mépris de l'égalité. C'est les 40 dernières années de néolibéralisme. C'est exactement ça qui s'est passé. Mais en tout cas, le communisme, le socialisme, c'est l'avenir de l'humanité, quoi qu'il arrive. Même si on est revenu dans cette période néolibérale où la liberté est absolue et où l'abus de ses congénères est en exergue, ça ne durera pas longtemps, parce que l'excès construit les moyens de le détruire. Le néolibéralisme, par ses excès, est en train de construire la force qui va le renverser, progressivement, d'une manière ou d'une autre. Ça sera soit parce qu'il aura trop abusé de l'humanité, des gens, et donc il y aura une révolte qui le stoppera, soit à force de maltraiter la planète, on devra passer sur un autre système d'évolution que celui de la consommation. Et donc en faisant tomber la consommation, le marché n'a plus lieu d'avoir cette compétition absolue de faire grossir l'être humain pour le gaver, pour s'enrichir. Et donc il s'éteindra, le néolibéralisme, ce libéralisme-là, s'éteindra progressivement au profit d'un autre système, peut-être un système qui reliera justement le socialisme au libéralisme. Moi, sur la mécanique universelle, je parle de symbiose, de système de libéralisme symbiotique, voilà, ou de symbiose libérale, ou de symbiose socialo-libérale, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais un système de symbiose, c'est-à-dire un système où c'est favorable, chaque groupe humain est favorable, donne quelque chose de favorable à l'autre et reçoit quelque chose de favorable. Il n'y a pas d'antagonisme, c'est pas on ne prend pas à l'autre, on ne pille pas, il n'y a pas de, on n'est pas non plus dans le neutralisme, c'est-à-dire chacun pour soi et on ne voit pas l'autre, on ne s'occupe pas de lui. Là, ce que vers quoi veulent nous amener certains groupes politiques actuellement, une sorte de recul vers le neutralisme. Mais ça sera une sorte de symbiose universelle. Pour ça, il y a encore peut-être quelques décennies à souffrir de ce que nous sommes en train de souffrir, ces antagonismes, comme on peut le voir avec la crise ukrainienne, voilà, ou ce qui se passe en Syrie, ou ce qui se passe ailleurs, etc. Donc on est encore dans ce système de destruction, de domination, de vouloir écraser son adversaire par peur qu'il nous écrase, tout simplement. C'est juste la peur qui est à l'origine de tout ça. Mais on va dépasser ce temps-là. Et on arrivera à un temps de symbiose, un temps symbiotique. Et l'ultime, la perfection, c'est l'osmose. C'est le degré au-dessus, c'est au-dessus de la symbiose. Et c'est voilà, c'est l'extase, finalement. Pour moi, hein, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Et ben, en 4 lignes, j'aurais lu que 4 lignes de ce petit ouvrage et j'aurais déroulé toute ma pensée. Alors,
une partie de ma pensée. C'est mal dit, je sais, il y a trop d'exaltation, je suis désolé. Je pense que l'idéal, ça sera que tout cela soit transcrit, écrit et corrigé et, euh, et mieux expliqué, etc. Donc c'est un petit peu pour ça que je fais ces vidéos. Ces vidéos concernent le futur en fait. Voilà, alors quelques personnes viennent les voir, c'est très rare, hein, voilà, il y a un minimum de passages sur chaque vidéo. Quand il y a une dizaine de passages sur une vidéo, c'est déjà incroyable. Et je pense qu'au bout de 3 minutes d'écoute, les gens s'en vont. Donc il y a peut-être même personne qui les a encore entendues. En tout cas, elles sont destinées au futur. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est voilà, comme Nietzsche pensait que sa pensée sera concernée les futurs, et je pense que pour la plupart des philosophes, c'est ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Les philosophes qui traitent de l'évolution humaine, et comme Schopenhauer par exemple. Voilà, c'en est un. Même si je ne suis pas d'accord avec sa conclusion, qu'il faut resituer à son époque, mais elle est. Je suis d'accord avec sa conclusion, mais il lui manque la vision de la finalité de l'humanité. C'est la seule chose. Sa vision est géniale, comme tous les grands philosophes. Et l'humanité ne se trompe pas quand elle prend Schopenhauer comme grand philosophe, comme quand elle maintient Socrate, Platon plutôt que les sophistes, je ne sais pas, voilà. Elle ne se, Saint-Augustin, Maïmonide, etc. Elle ne se trompe pas quand elle choisit les philosophes qu'elle choisit pour évoluer. C'est qu'ils sont importants pour l'évolution, qu'ils ne se trompent pas d'une certaine façon, ou qu'ils donnent la vision inverse de l'évolution, comme Nietzsche par exemple, et peut-être comme Schopenhauer, mais je pense comme Nietzsche surtout, et qui sert de contrepoint en fait à la pensée, à notre évolution. Donc il n'y a pas d'erreur. Il y a certainement beaucoup de philosophes qui sont négligés pendant un temps, qui sont oubliés. C'est peut-être le cas d'ailleurs de Schopenhauer. À un certain moment, il a été d'abord oublié pendant tout le début de son œuvre. Et c'était une frustration énorme pour lui. Et vers la fin de sa vie, il a eu la récompense de voir que quand même on s'intéressait à lui. Mais il n'imaginait pas du tout ce qu'allait devenir son travail. Et Nietzsche, pratiquement jusqu'à la fin, il n'a pas vu que son ouvrage serait important. Alors heureusement qu'il avait une vision un peu grandiose de lui-même, et peut-être une vision juste tout simplement, puisque au final, ce sont ces philosophes qui sont oubliés parfois. Quand leur travail est important, il est repris, il revient au devant de la scène. Et c'est ce qui arrive à... Voilà. Et on doit remercier Will Durant, qui est un philosophe qui, d'abord, qui écrit d'une manière magistrale, bien plus limpide que même les passages qu'il relate, qu'il reprend de Schopenhauer. Sa façon d'analyser le travail de Schopenhauer est extraordinaire. Et ces philosophes dont on n'entend pas parler, qui sont des vulgarisateurs de la philosophie, qui m'ont permis, qui ont permis à quelqu'un comme moi, qui suis un peu idiot et qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas les bases de la philosophie, de comprendre la pensée de ces philosophes, de certains philosophes. Et tous ces vulgarisateurs, ces simplificateurs sont une merveille pour l'humanité. Et voilà,
Et j'ai un amour considérable pour ces êtres humains qu'on ne voit pas bien. J'espère que l'humanité les mettra tout le temps en lumière. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire souvent sur mon site d'ailleurs. Voilà, bon, pour cette première vidéo sur le monde comme mal, c'est la deuxième d'ailleurs, ou la troisième peut-être. Voilà, merci, à la prochaine.